Bonjour, nous sommes de retour sur cette discussion à propos de la collégialité universitaire. Nous sommes avec Simon Vivier, il est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation, et avec Louis-Philippe Lampron, il est professeur à la Faculté de droit. Et aujourd'hui, nous allons parler de la manière qu'on aurait de décentraliser le pouvoir dans une université collégiale et de redonner ses lettres de noblesse à la gouvernance démocratique à l'université. Encore une fois, un vaste programme. Et donc, qu'on pourrait ouvrir avec une question générale en se demandant où se situe le pouvoir de décider, à quel niveau il devrait se situer dans une université qui est démocratique. Je passe la parole tout de suite à Simon Vivier. Oui, merci Simon-Pierre. En fait, le pouvoir, essentiellement, la vision qu'on défend, c'est que le pouvoir de décider devrait d'abord être incarné par celles et ceux qui font le travail au quotidien dans une université. On pourrait dire la même chose de manière générale dans les services publics, mais ciblons l'université. Donc, les professeurs, les chargés de cours, les professionnels de recherche, l'ensemble des personnes qui contribuent à la pédagogie, le personnel administratif, ils ont des savoirs d'expérience, ils ont une expertise chacun dans leur domaine qui doit être mise à profit pour la gouvernance et la prise de décision de manière générale dans l'université sur comment devrait se faire le travail. Donc, si on résume à sa plus simple expression, là, le pouvoir devrait se situer d'abord dans les mains de celles et ceux qui font le travail au quotidien. Là. Tu peux, Louis-Philippe? Ben, on en a parlé dans la première capsule, mais la structure décisionnelle à l'Université Laval, puis ça remonte à l'Université d'Humboldt, hein, l'idée de collégialité universitaire. L'université fait un peu bande à part par rapport à l'organisation du travail depuis des décennies, puis c'est ça qui est en train de se transformer pour ressembler de plus en plus à une entreprise privée, en fait. C'est de revenir à l'esprit qui a structuré les universités, puis de trouver la manière d'étendre ça aussi largement que possible. C'est-à-dire que la collégialité, évidemment, puis au centre des instances décisionnelles que sont le conseil universitaire, et les assemblées d'unité, notamment pour déterminer les programmes des différentes facultés puis les grandes orientations de l'université. On a déjà nos instances décisionnelles et délibératives qui permettent, en principe, quand on en respecte l'essence et l'esprit, d'assurer que c'est vraiment le groupe qui va décider. Puis ensuite, ben, celles et ceux qui sont à la tête, ils doivent s'assurer que les décisions, ben, vont être suivies d'actions concrètes. Mais l'idée de le fait que la collégialité universitaire, c'est au cœur de ce qu'on défend, puis c'est un peu la raison pour laquelle on veut se présenter, en fait. C'est pas, ça n'a rien de radical. C'est un retour, en fait, qu'on Mm. propose à l'essence de l'université depuis aussi loin que l'université d'Humboldt. Oui, vous avez déjà eu l'occasion, en fait, de discuter de ça, du fait qu'il y a une histoire. Ben oui, bien sûr. Mais il n'y a pas juste une histoire, c'est que cela existe. Mhm. Ce que vous prônez, en fait, est un retour à la constitution même de ce que c'est que l'université. Et donc, on a également eu l'occasion de parler du fait qu'on a l'impression qu'il y a une culture externe, Mm. managériale, etc., qui impose une forme de verticalité. Et donc, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, entrave aujourd'hui, donc, à la fois cette culture historique qui est celle de l'université, mais aussi la constitution même, c'est-à-dire de son fonctionnement aujourd'hui. Ben, tu viens de l'évoquer. Je pense que c'est une manière de voir l'organisation qu'est l'institution universitaire, donc les personnes qui pilotent les universités depuis un certain nombre d'années, je pense, ont une conception de l'organisation, pas nécessairement comme l'université d'Humboldt, avec l'idée de collégialité et qui devrait mettre au cœur des processus décisionnels l'expertise de celles et ceux qui font le travail au quotidien, comme je disais tout à l'heure. Fait que je pense qu'il y a un modèle de penser la gestion, l'organisation du travail qui est effectivement dans l'air du temps, très managérial, où il y a des patrons, d'une certaine manière, une haute administration, un conseil exécutif qui, main dans la main avec un CA, vont orienter les décisions les grandes orientations de l'université, avec toutes sortes de mécanismes de consultation qui sont plus ou moins opérants puis contraignants pour la haute administration. Donc, essentiellement, les décisions qui sont prises au niveau de la haute administration et qui, après ça, on va mettre à profit, en quelque sorte, le personnel pour incarner cette prise de décision-là
plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on propose, nous, c'est que d'abord, les prises de décision doivent être décentralisées, d'où le titre de la capsule. Donc, de partir des unités, du local, de ce que font les personnes, de ce qui est important pour eux, de la manière dont ils et elles estiment devoir faire le travail pour que ce soit bien fait, pour permettre la réalisation de la mission universitaire. Donc, partir d'abord de ces personnes-là pour ensuite faire remonter leurs préoccupations pour orienter les décisions, la prise de décision de manière générale. Là. Puis même au-delà de ça, c'est-à-dire que l'université, c'est un immense bateau. Une université complète, on en a parlé, là, mais c'est des disciplines de droit, chimie. Il faut faire fonctionner ça ensemble, en fait. Fait à courte vue, le fait d'imposer un modèle vertical ou top-down, donc les décisions se prennent en cabinet privé, là, au haut de la pyramide, puis ensuite, on informe le groupe, puis toujours cette espèce de tard, là, cette impression que si jamais la greffe prend pas dans le groupe, c'est parce que le groupe a pas compris, là. Ça montre, à mon sens, à quel point c'est pas effectif, puis ça éloigne l'université puis la communauté universitaire de ce que ça prend pour être capable de réaliser la mission d'intérêt public de l'université. Alors, évidemment, ça va prendre de l'huile de coude. Évidemment, la démocratie, ou plus de démocratie, ça vient avec, en amont des décisions, beaucoup plus de travail, c'est sûr, parce que nécessairement, il faut qu'on trouve la manière d'arriver à un consensus avec des groupes qui ont des priorités très, très, très différentes, en fait, puis qui ont des besoins qui sont très, très, très différents. Mais pour que la décision fasse sens, pour que la décision s'incarne dans ce qui est nécessaire pour que ce gros bateau-là soit capable de contribuer pour l'ensemble de la population à la raison d'être des universités, il me semble que c'est des éléments qui devraient être au cœur d'un programme politique, en fait. Même si c'est plus compliqué, le processus délibératif, bien entendu, puis les postures de celles et ceux qui temporairement sont aux manettes de la salle des machines, puis de ce gros bateau-là, à moyen et long terme, ça va maximiser les chances que les décisions prennent puis fassent sens pour l'entièreté du groupe, en fait. Puis je pense qu'il faut revenir, tu sais, ce qu'on a peut-être omis de faire jusqu'à maintenant, c'est pourquoi la collégialité, dans le fond, c'est d'abord, quand on pense au collège de manière générale, parce que la collégialité, c'est pas propre à l'université, ça se voit comme mode de gouvernance. On parle du collège des médecins, par exemple, dans des regroupements de pairs qui ont une expertise commune. Mais l'idée de la collégialité universitaire, c'est de dire, les profs, ceux qui font de la recherche, de l'enseignement, sont normalement les mieux placés, sont à la page de leur domaine de recherche. Ils savent ce qui est le mieux, comment les choses devraient se faire pour qu'on ait de la connaissance qui soit valide. Ils connaissent le tabac d'une certaine manière. Et c'est par cette expertise-là, et c'est informé de cette expertise-là que devraient se prendre les décisions. Fait que c'est de là dont on devrait partir, plutôt que, si tu me permets de donner un exemple par rapport à la gestion top-down. Pensons, puis c'est vrai dans les services publics de manière générale, mais à différentes mesures qui sont prises par la haute administration. Prenons des chantiers, pour donner un exemple à mi-fictif, des chantiers qui sont déterminés par la haute administration à partir d'une consultation X et Y, qui souvent se fait par sondage, par exemple, qui va déterminer, donc voici une thématique de chantier, l'université, on devrait travailler là-dessus en lien avec la planification stratégique. Et actuellement, dans le fond, on va déterminer ces priorités-là à partir du haut et remplir ces chantiers-là avec des gens qui sont intéressés. Mais on devrait procéder plutôt à l'inverse. Voir qu'est-ce qui, dans les facultés, par exemple, moi je travaille à l'école de counseling et d'orientation, quand on regarde l'évolution des recherches qui se font dans notre domaine, quand on regarde en termes d'enseignement à quel défi on est confronté, on devrait pouvoir en discuter entre nous et déterminer, voici les grandes orientations qu'on devrait prendre pour la recherche dans notre domaine spécifiquement, puis qu'après ça, la haute administration puisse nous donner les ressources pour qu'on puisse arriver à faire ce qu'on a à faire et s'organiser pour qu'il puisse y avoir une cohérence d'ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est deux modèles, un qui part de l'expertise et un autre qui part de l'administration. Donc, là, j'ai beaucoup de choses à rattraper dans ce que vous me dites. Mais l'une des choses sur lesquelles je veux revenir, c'est que dans une autre capsule, on a parlé de la place de l'université dans la société, de manière générale, puis on a dit comment est-ce que dans une société démocratique, les pouvoirs sont répartis.
Et l'université est un lieu de ces pouvoirs-là. Il y en a d'autres, mais c'est lui qui nous occupe aujourd'hui. Mais au sein même de l'université, les pouvoirs sont répartis aussi, jusque dans les unités, jusque dans les groupes de profs. Et donc, là, je voulais vous amener à la fois sur ce qui, dans la culture actuelle, pourrait éventuellement entraver le travail des unités comme instance décisionnelle pour au moins ce qui les concerne. Mais par ailleurs, puisque tu viens d'évoquer l'exemple fictif des chantiers, ça pose aussi la question des budgets. Oui, okay? exact. Et donc, ultimement, il y a cette question de l'argent. Elle est problématique dans le monde de l'université de manière générale, dans la vôtre de manière concrète actuelle. Et donc, la question que je veux vous poser, c'est comment est-ce qu'il y a des entraves au travail de chacune des unités, puis comment est-ce que les budgets orientent la manière dont c'est discuté. Là, c'est large. Mais... Oui, tout à fait. Ben, on va avoir l'occasion d'y revenir dans la capsule sur la transparence, notamment, parce que question de budget, nécessairement, il faut que ça vienne avec beaucoup de transparence, puis après ça, c'est l'imputabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de questionner la nature des décisions qui sont prises dans l'allocation des budgets, mais on va y revenir. Moi, je pense que la principale entrave, justement, c'est la transformation, encore une fois, de celles et ceux qui sont aux manettes. C'est-à-dire que, tu sais, l'université, là, elle est divisée en facultés, puis il y a certaines facultés qui sont divisées en départements, et ça, c'est regroupé autour de l'expertise. Alors, faculté de droit, faculté des sciences de l'éducation, faculté de médecine, etc., puis sont dirigés par des doyens pour les facultés et par des directeurs et directrices de département, mais il y a des doyennes aussi, là. Tant qu'à féminiser, féminisons au complet, pour les différentes unités, en fait. La transformation du rôle, on l'a vu au cours des dernières années. Hein. Moi, je suis là depuis 2007, puis on le voit, là, la transformation du rôle des doyens et doyennes et des directeurs et directrices d'unités. Auparavant, ils avaient un double rôle. C'est-à-dire qu'à la base, ils étaient responsables de faire passer les priorités, donc de faire descendre les priorités de l'administration dans le groupe, par exemple, des professeurs de la faculté de droit. Et ils avaient aussi la responsabilité de faire remonter et de défendre, en fait, les priorités du groupe par rapport aux priorités de l'administration. Fait que c'était vraiment, ils étaient entre l'arbre et l'écorce, essentiellement. Mais depuis les dernières années, on a vraiment l'impression, en tout cas dans la manière qu'on présente ces fonctions-là, puis qu'on fait maintenant les nouvelles descriptions de poste, que le rôle, maintenant, c'est uniquement un représentant de l'administration. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que traditionnellement, ben, c'est les professeurs, par exemple, de la faculté de droit qui votaient pour savoir qui est-ce qui temporairement allait être leur représentant, allait diriger les destinées de la faculté de droit pendant un mandat de 4 ans. Mais là, maintenant, il n'est pas rare que le scrutin, on nomme quelqu'un, même s'il n'y a pas l'aval de la majorité des professeurs. Et ça en dit beaucoup. Ça peut avoir l'air trivial parce que j'en parlais à des journalistes, notamment sur le fait que la collégialité s'effectuait à l'université, puis ils m'avaient regardé en disant « Ah oui, c'est vrai, vous autres, vous élisez vos boss. » C'est pas une situation qui est normale dans le milieu traditionnel du travail, mais à mon sens, il faut pas que l'université suive la parade de l'entièreté des entreprises, en particulier dans le secteur privé, puis que chez nous aussi, ce soit décidé par en haut, puis c'est comme ça, hein, les boss sont les boss, puis les employés sont les employés. À l'inverse, il faut se servir du modèle de la collégialité pour inverser la tendance vers plus de démocratie au travail. Puis ça, à notre sens, il y a vraiment quelque chose dont on devrait s'inspirer, pas que pour les professeurs, mais également pour tous les groupes qui travaillent à l'Université Laval. Puis là-dessus, puis on reviendra sur la question des budgets, mais juste pour terminer sur la mécanique, tu sais, tu disais un peu comment est réparti le pouvoir. Tu faisais référence à la société civile, etc. Mais il y a une représentation, parce qu'il existe, tu l'évoquais, il existe quand même des lieux en ce moment de délibération. Il existe un conseil d'administration, on en a déjà parlé dans la première capsule, je pense, un conseil d'administration, un conseil universitaire, où c'est des lieux de délibération, ce sont des lieux de démocratie. Ben, sur le conseil d'administration, c'est censé être un lieu de délibération. C'est censé, oui. On le sait pas, c'est une boîte noire. Puis même au conseil universitaire, il y a des entraves là encore. Mais théoriquement, là, il y a des lieux de délibération, la commission des études, dans les unités, on a des assemblées de profs. Tout ça est défini dans les statuts, puis on souhaiterait que les statuts puissent aller vers plus de démocratie. Mais bref, il existe déjà des lieux, mais pour donner un exemple concret, on peut concevoir ces lieux-là comme étant, des lieux où chaque délégué porte une parole individuelle. Plutôt que voir le rôle des personnes qui siègent sur ces différentes commissions-là
comme étant des représentants. Et là, dans le fond, on a quand même une différence de conception. C'est-à-dire que nous, ce qu'on défend, au risque de nous répéter, c'est de dire, il faut partir de l'expertise de celles et ceux qui font le travail au quotidien. Et donc, les personnes qui siègent sur des commissions sans devoir toujours retourner vers leurs collègues pour les micro-décisions, mais ils doivent quand même avoir ce lien-là d'imputabilité avec la faculté qu'ils vont représenter, avec l'unité qu'ils vont représenter, et non pas se représenter dans leur nom personnel. Or, actuellement, dans l'état actuel des choses, ce qui est préconisé par nombre d'organisations, c'est plus une version de délégation que de représentation. Je ne sais pas si... Non, tout à fait. C'est-à-dire, le fait que, par exemple, moi, je siège au conseil universitaire, j'ai été élu là. La raison pour laquelle j'y suis, c'est parce que j'ai été élu par mes collègues. Puis ça s'inscrit à l'intérieur des statuts. Mais ce qu'on se fait dire dans des rencontres, puis encore une fois, l'Université Laval, là, c'est pas la seule à fonctionner de ça avec cette approche-là. Mais on se fait dire qu'on n'est pas là pour représenter notre groupe. On est là... Le fait que je sois professeur de la faculté de droit suffit en soi-même, en fait, pour assurer la diversité dans les délibérations. Mais j'ai pas besoin de tenir compte des besoins de mes collègues, en fait, dans cette instance délibérante-là. À notre sens, ça fait absolument pas de sens. Puis ce faisant, si j'adhérais à ça, j'affaiblirais, à mon sens, la validité puis la possibilité que les décisions prises par le conseil universitaire atterrissent puis que la greffe prenne avec les besoins qui viennent de la base, en fait. Tu as dit qu'on viendrait sur les budgets. Oui, on peut revenir sur les budgets. Veux-tu mettre la balle au bon, Louis-Philippe? Sur la question des budgets, c'est beaucoup une question de transparence. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, puis on l'a révélé, beaucoup, ça a été révélé pendant le dernier conflit de travail là, entre le syndicat des professeurs et l'Université Laval, c'est quand on se met les mains dans les budgets, on se rend compte que il y a un gros morceau qui est pris par la haute administration et qui reste dans les mains de la haute administration au début. Je me rappelle pas 35-40% à peu près. Là. Dans ces eaux-là. Puis qu'ensuite, on envoie dans les différentes facultés le reste. Puis par la suite, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'au début de l'année financière, on peut le présenter comme étant une gestion prudente des choses, mais on va, à notre sens, sous-estimer, en tout cas c'est même le résultat net au cours des 8 dernières années, là, depuis que l'administration actuelle est en place, on sous-estime au début de chaque année financière les besoins réels, et on arrive à la fin de l'année, puis on le présente comme étant, mais c'est génial, on a été très prudent, et on dégage des surplus. Mais ces surplus-là, on les met dans un compte dont la destination est différente de la raison pour laquelle l'université a reçu ces fonds-là, c'est-à-dire de faire fonctionner les programmes puis de s'assurer justement que toutes les facultés, Simon y faisait référence, aient eu ce dont elles avaient besoin pour être capables de penser librement puis de faire travailler celles et ceux qui sont au cœur de leur vie universitaire et de la recherche. Alors ça vient, on va y revenir quand on parlera de transparence, mais à notre sens, il faut absolument qu'il y ait une gestion beaucoup plus décentralisée de ces budgets-là, puis qu'on laisse les différentes facultés, on leur donne une marge de manœuvre beaucoup plus grande dès le début de l'année financière. Parce que sinon, évidemment, ça a un impact sur leur capacité à déployer des programmes. S'ils ont l'impression et qu'on leur dit au début de chaque année, vous n'aurez pas l'argent pour être capable de faire ce que vous croyez faire, puis que finalement, on s'est trompé à la fin de l'année, puis qu'on l'aurait eu, mais... Et d'autre part, c'est que dans le cours de l'année, si on part, mettons, de janvier à décembre, à mi-année, là, on commence à débloquer des programmes à partir du haut discrétionnaire en disant, là, on aurait de l'argent pour tel projet spécifique, puis là, on met tout le monde en compétition pour aller chercher ces petites noisettes-là là, qui sont attribuées par la haute direction. Ça, c'est très, très problématique. Mais l'image est très, très bonne. Puis en fait, ce qu'on nous dit, moi, dans ma logique de professeur naïf, quand je suis rentré en 2014, je me disais, dans la convention collective, c'est prévu qu'on nous dise combien on a d'argent, puis après ça, à l'unité, puis après ça, comment on va le répartir. Mais depuis que je suis arrivé, et c'est de plus en plus comme ça, c'est la logique inverse, c'est-à-dire, de quoi vous avez besoin, rationalisez le plus possible, là, puis ensuite de ça, dites-nous combien vous avez besoin, puis on va voir si on vous le donne. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, on est dans une logique complètement inverse. Parce qu'après ça, on a tous rationalisé, on a augmenté nos tailles de groupe, on a diminué le nombre de sections qu'on donnait de cours, etc., etc. Mais les surplus, là, ils reviennent pas. Après ce qu'on a rationalisé, ils reviennent pas. Ou ça revient à la graine. Voilà.
pour des initiatives qui sont pilotées par le haut. Fait que nous, ce qu'on propose, ce qu'on prétend, c'est de dire, ben, prenons l'argent qu'on reçoit à partir des subventions gouvernementales, les frais étudiants, etc., et répartissons l'argent le plus possible vers les facultés et donnons la latitude décisionnelle aux facultés de prendre les décisions qui s'imposent. Je donnais l'exemple des chantiers tout à l'heure, mais c'est vraiment du pilotage par le haut à partir des initiatives. Si nous, ce qu'on veut à l'intérieur de l'unité, on est, par exemple, en orientation, nous, c'est beaucoup des gens qui reviennent aux études, puis tout ça, mais considérant les caractéristiques de notre population étudiante, bien, peut-être que nous, l'argent qui nous revient, on aimerait le distribuer, par exemple, en bourse de soutien pour jeunes parents ou je ne sais trop. Parce que on connaît nos étudiants, puis on estime que c'est là-dessus que devraient aller nos besoins. Donc, c'est un exemple concret de prise de décision qui est mieux informé quand c'est fait à l'échelle locale, plutôt que de dire, ben voici, on va organiser, on a 1 million de trop, on va le distribuer dans les facultés pour des bourses de ceci. Et là, c'est uniforme pour tout le monde. Et là, l'argent revient, puis on fait comme, OK, hey, on a de l'argent, il va falloir l'utiliser. Fait que vous voyez un peu ce que ça... Ben, vous voyez, toi, tu le sais. Fait que tu vois un peu ce que ça induit comme mécanisme. Donc, on veut inverser cette tendance-là pour partir vraiment décentraliser l'argent aussi. Fort bien. On a évoqué la manière dont cette culture qui s'inscrit, qui s'immisce, puis qui, d'une certaine manière, pervertit ce que c'était que la culture universitaire et les instances démocratiques sont déjà elles-mêmes, atténue, voire oblitère, le rôle démocratique de différentes instances en nommant des délégués plutôt que des représentants, faisant des consultations plutôt que des élections, des fois en faisant une espèce de mix des deux, puis à la fin. Et là, je vais vous poser une question retorse, je suis désolé, elle n'était pas présentée. Mais on a aussi évoqué dans une autre capsule la manière dont ceci conduit à une forme de désengagement, des profs, et sachant en fait la lourdeur de la tâche qui est la vôtre. Je ne veux pas dire est-ce qu'il n'y a pas un avantage à ces affaires-là. Je vais vous poser plutôt la question inverse. Ce serait quoi le gain que gagnerait la communauté universitaire, et spécialement les professeurs, à avoir une gouvernance qui est plus démocratique, d'autant plus que tu as ouvert la discussion en parlant de peut-être un surcroît en fait, de travail que ça imposerait. Ça serait quoi les gains, les avantages? On est assez, là je veux parler pour moi, mais je sais que Simon est d'accord, puis si t'es pas d'accord, mais c'est le moment de le dire. On est assez persuadé qu'à partir du moment où on propose des instances délibératives où les décisions de ces instances-là, puis la parole de celles et ceux qui font partie de ces instances-là font sens et ont un vrai impact dans le réel, plutôt qu'à l'inverse, avoir l'impression qu'on essaie de contourner ces instances-là, puis que c'est des instances de rubber stamping, on est assez persuadé que ça va créer plus d'engagement, en fait, et que les collègues, on parlait dans la capsule, il me semble, avec Nollywood, d'appétit, l'appétit des collègues pour justement reprendre le contrôle de leurs programmes, leurs orientations, puis si ils sentent que avec ce qu'on leur propose, ça va faire une différence que de s'impliquer dans ces différents comités-là, que ça va créer en fait un désir d'y aller. Maintenant, c'est vraiment important ce que tu soulignes en disant... On est tous débordés. La surcharge de travail, je veux dire, c'est endémique. Et ce, pas que pour les professeurs. Là, je veux dire, dans l'organisation actuelle du travail, là, il y a vraiment une situation où on essaye d'exiger, pour différentes raisons, à tout le monde de faire plus avec moins. Et donc, on pourrait avoir l'impression qu'on propose un rajout en disant plus de comités, plus de procédures, des délibérations plus longues, etc. C'est pas ça l'esprit, en fait. C'est pas ça la proposition qu'on fait. C'est-à-dire que c'est de revenir à l'esprit. Simon, il disait tout à l'heure, on en a parlé avec Nollywood, les structures, elles existent déjà. C'est de revenir, en fait, à l'impact décisionnel et la place qu'on laisse à ces espaces décisionnels-là, mais pour vrai, en fait, à l'intérieur des règles qui structurent actuellement l'université. Alors, c'est pas de créer davantage de structures, c'est de revenir et de s'assurer qu'avec plus d'efficacité, plus de transparence notamment, ces instances délibératives-là vont fonctionner, puis ça va donner envie aux gens, cette fois-là, d'y aller, puis de prendre les grandes décisions pour l'université, pour les facultés, puis pour les unités, ou encore dans d'autres groupes professionnels, là, pour la question de l'enseignement, là, on va mettre toutes les parties prenantes autour de la table, notamment les chargés de cours, pour s'assurer justement que
je le disais tantôt, là, les décisions, là, elles vont être appuyées sur quelque chose qui, en amont, va peut-être être un petit peu plus chronophage, surtout pour la direction, mais pas pour celles et ceux qui travaillent et qui sont déjà surchargés, en fait. Fait que c'est de ramener le sens, mais d'y aller aussi avec une réorganisation qui va faire en sorte qu'on ne veut pas alourdir la tâche de celles et ceux qui vont choisir de s'impliquer et de s'investir dans ces décisions-là. Mais c'est sûr que, puis ce que tu évoquais dans le début de ta question, c'est le désengagement. C'est sûr que à partir du moment où on n'a pas cette impression-là que les délibérations, puis le temps qu'on prend dans les assemblées pour prendre des décisions, ça a de l'impact véritablement, ben ça génère effectivement un désengagement, voire du cynisme. Puis on a vu ça dans la négociation qu'il y a eu avec les profs, tout le mouvement de grève. Il y a eu du cynisme quand même qui a été exprimé par rapport à la manière dont l'administration je dirais, agissait avec les professeurs de manière générale, mais avec la communauté universitaire. Fait que ce cynisme-là, c'est sûr, quand on voit une initiative, une bourse qui débarque, qui est un peu désincarnée par rapport à notre réalité, on fait comme « Ah, bon, encore ». Fait que ça suscite du désengagement. Fait que ce que dit Louis-Philippe, essentiellement, je suis d'accord avec toi. Et voilà. Si on crée du sens, si on fait en sorte que les délibérations sont efficaces, significatives, relativement agréable. La délibération, c'est pas toujours agréable, mais relativement agréable, que ça se fait de manière ordonnée, ben, on pense que c'est susceptible d'informer, de contribuer, en fait, à donner du sens à l'institution de manière générale. Mais il faut aussi voir le risque de ne pas le faire. Est-ce qu'on veut se retrouver dans un mode d'organisation du travail où essentiellement, puis ça, il y a des collègues qui voudraient ça, lâchez-moi avec vos comités puis vos délibérations. Moi, ce que je veux faire, c'est de la recherche. Je suis bon dans la recherche, je suis bon dans l'enseignement. Puis on devrait donner à des gestionnaires le rôle de recteur, vice-recteur, etc. Dans les unités, les directions d'unités, ça devrait être des gestionnaires. C'est un risque, un fort risque, je pense, de se retrouver avec une gestion comme celle-là où les mécanismes de prise de décision vont relever dans les mains de quelques individus plutôt qu'envers la communauté, d'une part, et dans les mains de personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont pas l'expertise pour prendre les décisions. Bon, évidemment, là, quand ces phénomènes-là sont institués, ça devient difficile lorsqu'une décision ne fait pas ton affaire, puis qu'il y a eu un désengagement progressif, puis une perte de contrôle sur les instances. Tout à fait. Fort bien, pour terminer cette discussion, je vais juste vous faire répéter des choses que vous avez déjà dites. Parce que c'est une idée sur laquelle vous revenez beaucoup et qui fait le contrepoids, finalement, encore une fois, à cette culture de gouvernance qui est initiée, etc., qui est celle de la circulation des personnes au sein des postes de pouvoir à l'université. On a parlé des doyens, on a parlé du rectorat, etc., où finalement, les patrons de l'université le sont de manière temporaire et proviennent du corps professoral. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour eux que d'être des représentants de la communauté et de manière, donc, le contrepoids de ceci, à quel point cette équipe qui va être là temporairement peut proposer, impulser, orienter les destinées de l'université. Je vous entends une dernière fois là-dessus. Bien, à la base, puis c'est la raison pour laquelle on se présente en équipe, en fait. C'est parce que c'est vraiment, pour moi, un symptôme de ce à quoi on croit. C'est-à-dire que ça peut pas, c'est pas un one-man show, c'est pas un one-woman show. Il faut que ça se fasse avec des expertises complémentaires. On a besoin de tous les groupes qui travaillent à l'université puis qui travaillent actuellement dans la haute administration pour être capable de prendre les décisions les plus éclairées. Bon. Maintenant, j'en parlais avec Nollywood, c'est une question de posture. C'est-à-dire qu'à la base, d'aller à la haute direction. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit de notre côté. Le travail, c'est pas simplement de s'asseoir devant les instances délibérantes, de dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Essentiellement, c'est de proposer des choses, bien sûr, et d'en proposer beaucoup, puis d'y aller avec justement la vision qu'on a de là où devrait aller le bateau en fonction de la multiplicité de facteurs, puis la conjoncture sociopolitique, puis le sous-financement chronique des universités, puis tous les défis qui attendent les universités et les universitaires au cours des prochaines années. Un leadership dynamique, c'est un leadership qui propose. Mais c'est pas un leadership qui impose, c'est pas un leadership qui essaie de dire à celles et ceux qui sont dans le bateau qu'ils comprennent pas vraiment ce qui est en train de se passer. Bien au contraire, en proposant aux instances
instance délibérative et en se positionnant comme étant des exécutants et non pas des patrons, on est persuadé que ça va créer une impulsion qui va justement recréer de l'engagement, en fait, puis qui va en plus nous assurer que les décisions qu'on va finir par prendre, elles vont prendre dans notre communauté parce que justement, elles vont être ancrées dans les besoins de ces différents groupes qui composent l'université. C'est un merveilleux bordel, en fait, quand on y pense bien, l'université. Mais c'est vrai, à quel point c'est des groupes qui... puis moi, ça m'avait frappé quand on avait été au syndicat dans le contexte de la grève, de voir tous ces gens-là unis autour de la défense de la mission d'intérêt public de l'université, alors qu'ils provenaient de milieux complètement différents, puis que parce qu'on est tous et toutes surchargés, on n'a pas l'occasion, en fait, de se voir. On a même à l'intérieur de notre faculté puis de notre département, on n'a presque pas l'occasion de se voir, mais donc d'autant plus des juristes avec en sciences d'éducation, avec des chimistes, des biologistes, des médecins, des ingénieurs. Puis là, de nous voir toutes et tous mobilisés autour de cette mission-là, du grand bateau à l'intérieur duquel on travaille, il y avait vraiment quelque chose de très inspirant. Puis on est assez sûr que ça et bien d'autres petits éléments, là, ça témoigne de l'appétit pour cette structure-là où on va mettre au centre la communauté, puis qu'en haut, ça va être simplement des dirigeants qui sont là pour un temps donné, puis qui aspirent, puis voir qui ont hâte, dès le jour 1, de redevenir des professeurs, puis de recommencer à faire. C'est pourquoi on est à l'université. Oui. La recherche, puis de l'enseignement. L'idée qu'il puisse y avoir un parcours de carrière, par exemple, pour des profs qui éventuellement vont devenir des administrateurs et qui se spécialisent comme administrateurs, ben nous, on dit, ben vaut mieux avoir des profs qui connaissent le terrain. Ils ont encore enseigné à un groupe de 100 étudiants la session d'avant, puis là, soudainement, ils se retrouvent recteurs ou dans une fonction administrative. Ils se rappellent très bien ce que c'est enseigner à 100 étudiants, ce que c'est faire des demandes de subventions, faire de la recherche, etc. À partir du moment où ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait de recherche, qu'on n'a pas enseigné, on peut se rapprocher du terrain, là. C'est pas un absolu, mais l'idée qu'il y ait cette circulation-là, c'est ancré quand même dans l'idée qu'on doit connaître le travail réel pour pouvoir avoir la sensibilité requise pour écouter les collègues puis prendre des décisions qui sont encore proches de ce qui se passe dans l'institution qui est actuelle, là. Fait que c'est contraire à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de la gestion. Si on donne la gestion dans les mains de gestionnaires, on vient se couper de cette force-là qui est liée à la collégialité dans un cadre démocratique. Fort bien. Simon Vivier, professeur aux facultés des sciences de l'éducation, Louis-Philippe Lampron à la faculté de droit. Merci beaucoup pour cette discussion sur la gouvernance démocratique de l'université. Merci. Merci.